Cette semaine, dans le balado, on s'affranchit de notre propriétaire, on gagne des super pouvoirs et on brise notre couple. Et oui, sur cette phrase joyeuse, bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Hello. Donc, on est fin de l'été, alors on ne se cachera pas que c'est pas des sorties hyper fantastiques quand même là, au cinéma. Il n'y a pas de chef-d'œuvre, mais quand même des petites sorties intéressantes si vous avez déjà tout vu au cinéma puis que vous cherchez des nouveautés. Voilà. Donc, avant de faire le tour d'horizon des sorties de la semaine, as-tu des petites actus de ton côté? C'est quand même assez tranquille, on doit se le dire. Ben, d'entrée de jeu, avant d'arriver dans les mini-actualités, je voudrais juste dire qu'on a eu un épisode spécial avec Pascal Plante et la productrice Dominique Dussault pour le film, l'excellent film Les Chambres Rouges. Fait que ça, si vous avez toujours pas vu ce film-là, c'est vraiment dans nos recommandations. Là. D'après moi, ça va être dans nos top 5 de l'année, à moins que l'automne soit incroyable. Ouais. Assurément top 10, en tout cas. Ouais, c'est ça. Gros coup de cœur pour ce film. C'est ça, fait que là, probablement, là, au moment d'enregistrer, il n'est pas encore en ligne, mais je pense qu'au moment où vous allez entendre cet épisode-là, il va être déjà en ligne. Là. Je vais sûrement les mettre les deux la même journée. Ah, puis ça a été une belle conversation. Pascal et Dominique sont hyper intéressants à écouter et tout ça. Et c'est toujours intéressant, tu sais, on interviewe des gens pour une comédie, c'est ce que c'est, mais quand on est dans des drames psychologiques, des films où il peut y avoir plein de sous-entendus, où les réponses ne sont pas données, c'est toujours intéressant de décortiquer aussi le travail du scénariste et réalisateur. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a nourri la pensée, exactement. Oui, on avait bien hâte de leur jaser. Fait que voilà, qu'on vous recommande d'écouter et d'aller voir le film et peut-être de revoir le film comme nous, on a fait finalement. Oui, on a vu le film, après on a discuté avec eux, puis on a dit, on retourner le voir. Certain, ça donne le goût. C'est drôle parce qu'après la projection, il y avait encore un Q&A avec lui, puis là, on écoutait... J'ai pas fait mon SMAT à poser des questions, là, ça va. J'ai écouté les questions du public, puis il y en a eu des différentes avec d'autres réponses intéressantes. Là. Bref, notamment celle du cadrage. Là. Je dévie, mais j'avais oublié qu'il y avait un cadrage différent, puis je l'avais quand même vu à peu près 2-3 semaines avant qu'on puisse y parler. Puis j'ai fait, ah oui, c'est vrai, pourquoi je suis là? Puis c'est très logique comme il l'explique. Là. C'est qu'il voulait beaucoup, c'est un film qui centre beaucoup, puis on le voit dans les plans, sur des visages, sur des gros plans. Fait qu'il trouve qu'en utilisant une lentille très large, un scope ou des choses comme ça, ben t'es pas capable d'avoir le bon format, donc tu rajoutes juste du décor, puis dans le contexte de ces films plus intimistes, c'est pas pertinent. Alors que c'est vrai que quand on prend des westerns ou des choses comme ça, c'est ça qu'on veut, la vignette longue, les déserts, les choses comme ça. Fait que... et ça faisait écho aussi au personnage du mannequin aussi de Juliette Gariépy et tout ça, donc tout ce rapport-là est intéressant aussi à l'image. Mais c'est vrai que je me demande tout le temps c'est quoi qui justifie le choix, c'est juste l'esthétisme ou... Ben oui, c'est une part d'esthétique, c'est vrai, mais tu vois, il y a un sens avec l'histoire, où se déroule le récit, avec des fois aussi peut-être le matériel avec lequel tu as envie de travailler ou les décors, les lieux, qu'est-ce qui permettent, les lieux de travail. Bref, voilà. Sinon, on n'a pas vraiment parlé la semaine passée, là, peut-être parce que c'est ça. Faudrait qu'on se voit jamais, sauf dans l'enregistrement. Là. On aurait plein de choses, mais on se parle déjà tellement de cinéma et d'actualité en dehors que des fois, on oublie d'en reparler. Ça fait quand même 4 semaines que Barbie est numéro 1 au box-office. J'ai oublié de vérifier si c'était... ça doit pas être un record. Là. Les records, ça doit être des avatars et des affaires qui ont été comme 12 semaines numéro 1 ou même dans les années 60. Là, il y a dû avoir un film qui a été là pendant beaucoup trop longtemps. Mais dans l'ère moderne, c'est quand même... un accomplissement en soi. Surtout en période estivale, comme ça. Là. Le dernier, ce serait quoi? Spider-Man No Way Home, peut-être? Écoute, j'ai aucune idée. OK, je pensais que tu t'en allais vers là, mais vas-y. Non, j'ai oublié de faire l'espèce de travail de rechercher plein de tops. Non, je me demandais juste si tu penses qu'il va réussir sa 5e semaine. On va en parler plus tard. Son plus grand opposant, c'est Blue Beetle, qui est en tant que tel pas une sortie dans laquelle on attend un énorme premier box-office, mais là, rendu quand même au 5e week-end pour Barbie. Écoute, selon certains sites, on a des projections de Blue Beetle qui ouvriraient peut-être à 25-30 millions dans les plus positifs. Mais Barbie, on est plus rendu vers le 20-22 millions. Fait que, à part s'il y a un petit ressaut et que Blue Beetle se plante encore plus que les faibles attentes, disons. Et sinon, ça serait pas mal ça, après un 4 semaines. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai l'impression que peut-être Blue Beetle va l'avoir
par une petite 1,2 million de plus. Ouais, là, c'est ça. parce qu'évidemment, le film s'adresse à la communauté latino. Fait que peut-être qu'eux vont être hyper mobilisés de voir enfin un film de super-héros qui les met en valeur. Fait que j'ai hâte de voir quand même aussi un acteur qui est apprécié, je pense, chez les ados, les adolescentes. Fait que bien curieux. Mais non, il faut quand même saluer Barbie qui approche bientôt quand même les 100 millions. En tout cas, va les faire dans les prochaines semaines, là, assurément. Là, j'avoue que je ne sais plus exactement où ils sont. Ils ont passé la barre du 500, mais... je pense qu'il est à 540, puis Mario est à 570 pour le je crois qu'il va aller battre Mario. Assurément. Là. D'ici une semaine, 10 jours après ça, le 100 millions, je pense qu'il est très atteignable. 700, ça m'étonnerait, on dirait qu'il commence à s'essouffler, mais... En tout cas, on verra. En même temps, on dit ça, puis à chaque fois que les films qui font 700, c'est ça, là, c'est parce qu'ils le font en 11 semaines. Là, ils le font pas nécessairement en 6 semaines. Restons dans le box-office, parce que justement, j'avais un petit fun fact, moi aussi, qui parle de Oppenheimer. Justement, il a battu des records? En fait, vient d'inscrire un record quand même assez intéressant où c'est le film qui a engrangé le plus de recettes domestiques, donc Canada, États-Unis, sans jamais avoir été le numéro 1 au box-office. Ah ben oui, parce qu'il a toujours été derrière Barbie. Toujours été Barbie. Alors, il a dépassé les recettes de 270 millions qu'avait accumulé Signe chanté, je pense en français, en 2016. Donc, ce film pour enfants d'animation, justement, avait quand même connu un beau parcours au cinéma, mais sans jamais avoir atteint ce qui était arrivé dans le cas de Chanter, si ma mémoire est bonne, il est sorti dans le temps des fêtes, en novembre. Fait que ça, ce que ça fait des films familiaux, c'est que t'es pas nécessairement numéro 1 week-end, mais tous les jours, tu performes parce qu'il y a énormément de gens en vacances pendant 1 ou 2 semaines. En fait, c'était dans le temps des fêtes, mais un peu plus tard. OK. Et il était sorti contre Star Wars Rogue One. Rogue One? Ouais, okay. Donc, il avait tout battu pendant plusieurs semaines. Ça a été un des grands succès de cette reprise de Disney, de Star Wars par Disney. Donc voilà. Alors tout simplement, les deux ont bien fonctionné, mais évidemment Star Wars... tu vois, j'avais oublié que Rogue One était sorti dans le temps des fêtes. Ouais. Gun à la tempe, j'aurais dit que c'était sorti l'été. Mais ça se peut. Donc voilà pour Oppenheimer qui est maintenant rendu lui, à 272 millions. Sinon... Avais-tu une nouvelle vue passer? Pour les fans de films d'animation, il y a Hayao Miyazaki qui arrête pas de dire qu'il prend sa retraite, mais finalement, depuis, je pense que ça faisait peut-être 10-12 ans, son dernier film. Là, il nous présente Le Garçon et le Héron. C'est sorti cet été, là, en juillet, au Japon, et il avait dit qu'il ferait comme pas de promotion. L'affiche, c'est juste une affiche dessinée avec le titre du film. Okay. Il a fait aucune bande-annonce, donc il a placé ça devant rien. Je sais pas trop le box-office, comment ça a bien fonctionné ou pas au Japon, mais là, il va ouvrir le festival de San Sebastián en Espagne. Il va être en compétition également. Puis il va être présenté au TIFF. Okay. Fait que tout ça a lieu en septembre. Je sais qu'il y a des droits ont déjà été acquis là, par, en tout cas, G-Kids. Et là, fait qu'il faut que ça soit comme sous-distribué pour le Canada et surtout pour le Québec, etc., etc. Fait que aucune idée quand est-ce que ça va arriver ici, mais ça devrait... voir l'affiche, parce que les Miyazaki ont toujours un certain succès et surtout attendu avec beaucoup d'estime. Là. Fait qu'on est encore dans justement le fantastique là, au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a un garçon qui va quitter Tokyo avec son père pour s'installer à la campagne. C'est souvent à la campagne, en fait, ces films-là. Puis après la mort tragique de sa mère, puis il va rencontrer un grand héron cendré qui va l'amener dans un univers fantastique, qui va l'aider à un peu découvrir le mystère derrière le décès de sa mère, puis leur histoire familiale, voilà. Peut-être que j'aurai le temps de faire mon rattrapage de Miyazaki, moi qui en a vu qu'un ou deux, peut-être. Moi, je confessais que j'en ai vu 0. Et là. Ouais, c'est quelque chose que je dois m'initier un jour. Ouais. Je sais pas pourquoi que je suis toujours... Pas que j'ai refusé, mais on dirait que j'avais pas d'intérêt, mais quand je baigne dans la culture geek, j'ai travaillé dans une boutique où... le manga était très populaire, puis il y avait des fans finis de Miyazaki, puis on a les 100 millions de produits dérivés. Mais... Puis ça fait combien de temps que tu fais ton marathon des années 80? Là? Je sais plus. Ça fait 6 ans. Il a dû en sortir des années 80, Miyazaki. Peut-être. Oui, mais mon marathon concerne des films que j'ai écoutés à cette époque-là, quand j'étais jeune. Vrai, c'est ça. Okay. Ouais, fait que pour l'instant, j'exclus ceux que j'ai découverts, ado ou adulte.
OK. Ouais, voilà. À un moment donné, tu feras des exceptions. Oui. Moi, c'est tout dans cette aura-là. Je sais pas si tu avais autre chose. Ben oui, en fait, c'est sorti la semaine dernière, mais je l'ai comme oublié de la noter. Fait que j'en parle cette semaine vu qu'on n'avait pas grande nouvelle. Vas-y. Parce que je suis quand même un fan, mais bon. La sauce commence peut-être à s'étirer. On va avoir un Scream 7. OK, ouais. Alors, Paramount a confirmé la nouvelle. Changement de réalisateur. Par contre, ce n'est plus Tyler Gillette et Matt Bettinelli-Open qui vont demeurer producteurs, mais c'est Christopher Landon qui avait quand même donné 2 bons films. Happy Death Day. Ah oui, OK. Que j'avais bien Puis apprécié. la suite... Ouais, qui était l'espèce de jour de la marmotte, mais version film d'horreur. Puis le deuxième, Happy Death Day to You. Ouais. C'est ça, OK. Alors, c'est lui qui sera, je crois, scénariste aussi et réalisateur de cette nouvelle suite. On a confirmé que Melissa Barrera, son personnage, sera de retour. Mm-hmm. Par contre, Jenna Ortega, pas encore confirmé. parce qu'elle demande 37 millions de dollars. Ben, la question, c'est est-ce qu'elle est sous contrat quand même OK. et qu'elle veut plus d'argent ou qu'elle n'est pas sous contrat et qu'elle veut plus d'argent? Donc, on va voir. On sait quand même que les producteurs semblent être assez pingres parce qu'on n'a pas voulu rémunérer Neve Campbell à sa juste valeur qu'elle croyait. Donc, c'est pour ça qu'elle n'était pas du dernier chapitre. Alors, est-ce que ça sera le chant de signe de Jenny Ortega? On verra bien. Mais j'ai l'impression qu'ils vont travailler fort pour la retenir vu sa popularité quand même. C'est ça. Dans le cas de Neve Campbell, c'est vraiment dommage qu'elle n'a pas eu l'argent. Je ne sais pas si elle aussi qui en voulait vraiment trop pour l'importance du rôle ou quoi que ce soit. Là, parce que son personnage est très important dans l'histoire de Scream, mais son rôle est plus très important rendu où on est dans la franchise en train de rebâtir. Ouais. Fait que moi, je pense qu'on la laisse tranquille, puis qu'en fait, tous les 3 anciens, pour ceux qui restent et tout, qu'on les laisse tranquilles, c'est une bonne chose. Ouais. C'est juste plate la manière que ça s'est fait. T'sais. On dirait qu'ils se sont un peu sentis obligés de les ramener, puis là, quand ça marchait pas, ils disent, finalement, on va s'arranger sans, puis c'est bien correct sans. Fait que, mais oui. Mais là, c'est parce... tu sais, ces films-là sont gros, sont attendus, mais leur succès réside quand même dans le fait qu'il faut que le film coûte 30 millions au moins. Là. Sinon, ton risque de non-profit, ça grandit. Là. Ouais, c'est ça, parce qu'à l'international, ils font pas 400 millions. Là. Ça se passe beaucoup sur le territoire Canada-États-Unis. Fait que s'ils vont chercher un 100 millions, ben c'est ça. Il faut que le film en coûte 30. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Donc, à suivre. Pas de date de tournage annoncée de pour sortie. Montréal, probablement qu'ils vont revenir. Ben là, avec pas de scénariste puis pas d'acteur pour l'instant. Ça, c'est sûr que On a beau donner le feu vert chez les producteurs, tout est sur la glace instantanément. Tout à fait. Pas de bande-annonce notable cette semaine. Non plus, effectivement, j'ai rien vu passer. Peut-être qu'on était en train de parler, puis là, il y a la nouvelle bande-annonce d'un projet secret tant attendu. Je sais pas. Parce que pas mal, tous les gros films jusqu'aux fêtes de mémoire, on a eu droit à une bande-annonce. Il me semble que... Ben oui, mais je dis toujours ça, puis il en sort un qu'on n'attendait pas, parce que des fois, dans les calendriers, tu as encore des Untitled, Animation, DreamWorks, machin, par exemple. Puis là, c'est là que ça sort, puis etc. Là, fait que... c'est pas. Ou plus un espèce de film surprise qui sort dans 3 semaines, qu'on sait pas c'est quoi, mais que ça a l'air bien cool. Genre A24, ils ont dû sortir des bandes annonces, mais c'est souvent un peu plus niché là, quand même. OK. Moi, j'irais quand même avec le combattant pour la place numéro 1 box-office, Blue Beetle. Qui est peut-être le film américain le plus attendu en fin de semaine. De Angel Manuel Soto. En fait, comme tu disais, ça met en scène de la communauté hispanophone et c'est bien fait parce que c'est réalisé, c'est écrit, c'est tout joué par du monde de cette communauté-là. Blue Beetle, un héros de chez DC qui est beaucoup moins connu que Batman et Superman. Joué par Xolo Maridueña, qui on a vu dans Cobra Kai, et aussi Bruna Marquezine, que moi, j'avais pas vu nulle part. En fait, la plupart, il y en a quelques-uns que j'ai des visages vus un peu à gauche, à droite, mais les jeunes, pas tant. Fait on suit un étudiant d'origine mexicaine qui rentre chez lui après ses études à Gotham, parce que chez DC, comme tu me rappelais, c'est toutes des villes fictives. Fait qu'on voit qu'ils vivent là, vraiment juste à côté d'une grosse ville, famille très pauvre, et qui vont être déménagés par relocalisés, expropriés par la grande entreprise de cette ville-là, qui est un genre de... Que la même mise sur tout, on peut comprendre. C'est ça, là, qui fait des technologies puis de la biotech. On va comprendre aussi qu'il y a eu des changements
de pouvoir depuis la création de la compagnie, ce qui a peut-être changé l'agenda de la compagnie. Fait que il va à la recherche d'un emploi, va se faire confier par un curieux hasard une petite coccinelle, une genre de breloque. Mais finalement, cette breloque-là est une arme un peu extraterrestre qui va se greffer à lui, l'accepter comme hôte et lui donner des pouvoirs surhumains. Et il va se retrouver dans beaucoup de problèmes parce que les gens vont courir après lui et cette dite technologie. Alors va-t-il pouvoir protéger sa famille et rendre justice? Voilà. Excellent. Avant d'attaquer mes impressions rapidement, quelques petits fun facts quand même sur Blue Beetle. Le personnage a été quand même créé en 1939. Je pensais que c'était quand même une création plus récente. Et c'est seulement en 1983 que DC Comics ont acheté les droits, parce que ça faisait partie d'un autre catalogue, d'un autre éditeur. Puis vous avez mis la main mise là, sur l'ensemble de leurs personnages. Non, Blue Beetle. Quand même dans les... peut-être que t'allais là. Y a-tu déjà eu des aventures de Batman et Blue Beetle ou des affaires de même? Puis... Écoute, en bande dessinée, il était déjà présent dans différentes grandes histoires, là, qu'on appelle des storylines, souvent sur une année. Probablement qu'il est déjà apparu ici et là, mais il n'y a jamais eu de titres alloués où on avait. OK, mais il n'était pas comme dans la Justice League à m'amener. Il était dans les Teen Titans, entre autres, parce que c'est un ado. Donc, fait que, ouais, quand même, était un peu présent. Mais comme tu l'as dit, sans devenir nécessairement un gros vendeur, souvent, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a eu une série de bandes dessinées Blue Beetle, mais ça durait 2 ans, puis après ça, on annulait parce que c'était pas assez rentable. Puis quelques années plus tard, on leur partait une autre série. Mais quand même, dans les années 40, il y avait, c'était très à la mode les serials à la radio, là, les émissions. Fait qu'il y avait eu Blue Beetle quand même à cette époque-là. Les aventures radio. Oui, les aventures, c'est ça. Fait que, quand même, c'est drôle. Mais c'était-tu en espagnol? Non, américain. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il y a quand même des grandes différences par rapport aux origines de la bande dessinée où, dans les bandes dessinées, ils trouvent la fameuse coccinelle ou créature dans un terrain vacant. Finalement, il était comme enterré là, dans la ville et tout ça. Là. Fait que dans la bande dessinée, on joue beaucoup sur la compagnie Cord en question qui veut mettre la main mise sur l'artefact pour tirer les pouvoirs et tout ça. Puis faire des technologies de guerre. Ouais. Donc, le film était destiné pour HBO Max à l'origine. Faisait partie de quelques projets que Warner avait annoncés au début de la pandémie, dont le fameux Batgirl qui a finalement jamais été montré. Mais je pense qu'en voyant les rushs et tout ça, le studio a comme pris confiance au projet puis ils ont décidé de le sortir sur les grands écrans. Écoute, on ne réinvente pas la roue. C'est très classique comme approche. Le scénario respecte tous les points, les beats d'un film classique de super-héros. Premier film de super-héros. Premier film d'origine et tout ça. Je reste un croisement de Spider-Man, puis d'Iron Man aussi, là, par la technologie du costume et tout ça. Par l'histoire aussi d'Iron Man, là, où on avait une compagnie justement qui veut développer le genre de costume pareil, mais pour utiliser à des fins militaires. Puis il va se retrouver en combat avec quelqu'un qui a à peu près les mêmes pouvoirs que lui, etc. Fait que, il y a beaucoup d'air de déjà vu. Mais c'est quand même très sympathique. Comédie plus familiale, là, je dirais dans le même ton que Shazam. On pourrait le comparer aisément à ça. Fait que, tu sais, il n'y a rien de négatif en soi. Le seul problème, c'est que c'est rendu comme le 50e film de super-héros dans les 10 dernières années. Fait que, on en a tellement vu. Fait que c'est pas une production qui se démarque, mais on sent que ils se veulent très sincères. On voit que les gens derrière la production aiment le personnage. Ils veulent lui rendre hommage. L'angle de la communauté hispanique est quand même le fun. Amène un petit vent de fraîcheur. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé le comédien Xolo Maridueña, que j'adorais dans Cobra Kai. Que j'adore, parce que la série n'est pas encore finie. C'est une autre dernière saison, qui jouait Miguel Diaz. Je trouve qu'il y a quelque chose, une fraîcheur avec lui, quand même assez charismatique, une belle gueule, une aisance. Fait que j'ai bien hâte de le voir dans d'autres projets. Là. Je pense que sa carrière n'a fait que grandir. Donc, si vous voulez vraiment vous tripez super-héros à fond, allez-y. Je pense que vous ne serez pas déçus. Sinon, si vous voulez juste un bon divertissement en famille, vous avez
peu vu tout ce qu'il y a au cinéma, puis là, il annonce de la pluie encore, Dieu sait, en fin de semaine. Ouais. Ben, tu sais, vous ne serez pas déçus, je pense. Tu sais, ce qui joue contre lui, comme là, on disait que les prévisions, c'était un genre de 25-30 millions. C'est vraiment pas beaucoup pour des films de ce budget-là. Mais le problème, c'est qu'il est comme attaché à DC. Puis DC a vraiment fait défaut là, dernièrement de Flash. C'est qu'on n'arrêtait pas de dire « Ah, ça va être vraiment bon, tu sais. » Finalement, c'était bien, mais c'était pas incroyable. Puis c'est planté. Ouais. Tu as comparé avec le feel de Shazam, mais c'est vraiment meilleur que Shazam 2, mettons. Oui. C'est près du joueur. C'est ça. Black Adam a eu quand même un certain succès, mais c'était vraiment pas très bon non plus, parce qu'il avait enlevé tout le côté comique. En tout cas, on reviendra à ça. Mm-hmm. Ici, c'est ça. C'est juste que il manque qu'il est un peu trop tard. Là. Ce film-là, il y a 10 ans, aurait été vraiment cool pour marier justement cette fraîcheur-là, cette nouveauté, mais là, ça a l'air d'arriver en retard à la ligne d'arrivée, mais c'est mieux fait que plusieurs autres. C'est juste que l'intérêt puis la fameuse fatigue des films de super-héros se fait sentir. Le personnage a un manque de notoriété aussi. Là, fait que c'est normal, vous dites, c'est qui ce Blue Beetle? J'en ai jamais entendu parler. C'est normal, mais d'un côté, ça peut être justement l'occasion de découvrir un personnage moins connu. Puis là, moi, je pensais que ça marquait comme la fin là, du DCEU, puis qu'on allait recommencer, mais c'est une production de Peter Safran. Puis que là, finalement, ce qu'on comprend, c'est que James Gunn et Safran sont en train de dire non, ça, c'est un départ tranquille, mais c'est plus le début de ce qu'on va faire, nous autres. Effectivement, fait qu'on a confirmé là, vraiment, parce que ce qui est quand même bien de Blue Beetle, c'est que là, on ne le rattache pas aux autres productions de DC. Il n'y a pas de caméo de Wonder Woman. C'est ça, ni d'Aquaman et tout ça. Donc, on sait que ça se déroule dans un monde de super-héros, mais on ne fait pas allusion aux autres films. Donc, ça, comme James Gunn disait, ça peut s'inscrire parfaitement dans leur nouvel univers. Fait que je pense qu'ils attendent peut-être un peu de voir les revenus au box-office pour confirmer s'il y aura une suite. Mais chose intéressante quand même, dans la bande dessinée, la plus récente incarnation, donc il met en personnage la version de Blue Beetle qui est de Jaime Reyes, qu'on voit dans le film. Parce qu'il y a eu d'autres Blue Beetle aussi à travers les années. Puis d'ailleurs, on fait un beau clin d'œil dans le film à ça. Ben oui, c'est ça. Dans cette bande dessinée-là qui est plus récente, donc qui date des années 2010, un des mentors, un des super-héros qui va prendre son aile Blue Beetle, c'est The Peacemaker, qui est joué par John Cena dans l'univers de James Gunn, donc qui avait évidemment réalisé le Suicide Squad, mais aussi la série télé de Peacemaker sur HBO, qui fait partie du tout. Alors ça, Gunn l'a dit qu'il conservait cette partie-là dans son univers cinématographique. Donc, qui sait, peut-être que Peacemaker va intégrer cet univers-là ou vice-versa. Ça va être à suivre. Mais donc, il y a au moins ça. On sait potentiellement qu'on peut aller vers autre chose parce qu'évidemment, avec les films de super-héros, on laisse toujours la porte ouverte pour une suite. Donc, au moins qu'on... En tout cas, je pense que ça mériterait quand même qu'il y ait un deuxième film. Je l'espère quand même. Je pense que ça vaut la peine. Mais le box-office fait foi de tout. Alors, effectivement. Ça sera bientôt. Puis à noter quand même pour un des ennemis de Blue Beetle, c'est quand même Susan Sarandon. Une espèce de contre-emploi ici. Mais à l'origine, c'était Sharon Stone qui était en négociation pour incarner le personnage. Finalement, ça tombe à l'eau. Puis on s'est rabattu sur Sarandon. Ouais, elle tenait absolument à ce qu'il y ait une scène où elle se croise les jambes. Puis eux, ils disaient là, non, c'est trop intense. non, je m'excuse. Fait que, alors voilà, si vous cherchez quelque chose de plus léger, mais très vulgaire, attention, c'est Strays de Josh Greenbaum. Oui, Vagabond au Québec. Moi, j'avais vu son précédent film de Josh Greenbaum, Barb and Star Go to Vista Del Mar, qui était un peu coco banane comme film, qui est sorti un petit peu dans l'ombre parce qu'il est sorti en 2021. Il y a eu à peu près 8 minutes de temps d'écran au cinéma, puis il s'est ramassé sur des plateformes assez rapidement. Mais j'ai vu qu'il est derrière quelque chose que je ne connaissais pas, c'est American Vandal. Oui, la série avec Jimmy Tatro aussi. Que j'ai pas vu, mais là, ça m'a donné c'est comme c'est des comédies, c'est du faux true crime. Ouais, c'est ça. Où quelqu'un aurait fait des graffitis de pénis sur tous les chars dans le parking d'une école secondaire. Fait que là, ils font de la reconstitution comme le classique là, c'est ça, du true crime avec des vidéos, puis ça avance, puis là, on retrouve du footage, mais tout ça est faux. Puis là, lui, le cancre Jimmy Tatro, il se fait accuser parce que c'est le petit bas, mais est-ce que ça serait vraiment lui? Puis il veut se défendre, puis etc. Fait que c'est drôle. Je pense qu'il a fait une deuxième saison qui là, commençait à être un peu étirée, là, mais c'est sympathique. Bref, c'est quoi Strays? On va suivre des chiens.
des chiens errants. C'est pas en animation, c'est des vrais chiens qu'on a filmés, puis après, on a animé leur bouche. Et je dois dire que c'est très bien fait, l'animation. Je sais pas pour le doublage, mais pour nous, la version originale, c'est fait de bonne façon, contrairement à bien des TV movies et des films de Noël et des affaires de Santa Claus puis des shit de même. Là. Ici, c'est correct, on a les moyens de nos ambitions. Fait qu'il y a un petit chien qui c'est Reggie, qui son maître, lui, est joué par Will Forte et son maître est une vidange. Là. Il est vraiment un tout croche, toujours en train de fumer du hash ou du pot dans son bong. Puis... De se masturber. Ouais, c'est ça. Puis sa vie va mal. Puis il y a le chien qui s'est retrouvé avec, un peu malgré lui, étant un égoïste. Voilà. Fait que, il essaie de se débarrasser du chien en lançant la balle, en faisant un genre de fetch. Là, va chercher, puis là, de sauver. Puis là, le chien revient tout le temps parce que le chien est ultra positif et pense que c'est un jeu. Oui, que c'est un jeu. Parce que ce qu'on comprend, c'est que nous, on entend les chiens, on entend les humains, mais ils l'établissent. Les chiens ne comprennent pas ce que les humains disent et vice-versa, comme dans le vrai monde. Fait que finalement, à un moment donné, il va être tellement tanné. Je me souviens plus comment il s'appelle, là, mais en tout cas, le personnage de Forte. Doug, je pense. Doug, oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'il va aller le porter. Là, lui, il est en campagne, en ville, genre 2 heures de route, un genre, c'est pas dit, mais un genre de New York, quelque chose comme ça. Il va le domper là, puis là, va se sauver. Là, le chien va être un peu pogné là par lui-même, va rencontrer d'autres chiens, se faire des amis et dire « Ah, OK, finalement, ce gars-là m'a abandonné. Bon, ben, je vais me venger, je vais aller y arracher le pénis. I'm gonna chew his dick off. » C'est ça qu'il dit. Ou « bite his dick off. » Fait que... ses nouveaux amis disent « OK, on va t'aider. » Fait qu'il est flanqué d'un petit... écoute, je suis pas très bon en sorte de chien. Un petit Boston terrier, ouais, genre... un pug ou je sais pas trop quoi. Non, pas un pug. Non, c'est un Boston terrier. Il y a aussi un collie, puis un grand danois qui ont toutes des personnalités différentes. Ce qui est intéressant, qui voice ces chiens-là? Ben, le principal, c'est Will Ferrell. Et Jamie Foxx fait son autre complice. Les autres, on a Isla Fisher et Randall Park, que j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Randall Park, qui est le grand Danois, mais qui est tout doux puis insécure. Là, une voix très posée, calme. Oui, voilà. Puis les autres sont en admiration devant son énorme pénis. Fait que, tu sais, en décrivant le film, ça fait déjà 2-3 fois que je parle de pénis. Fait que vous avez une bonne idée de c'est quoi ce film-là. On est dans le 13 ans et plus, langage vulgaire. Beaucoup de jokes d'éjection, là, de crottes, puis c'est des affaires pour qu'ils nous appartiennent. On joue avec les codes canins là, de ce qu'on sait des chiens. Il y a beaucoup de blagues de répétition qui, des fois, sont bien, des fois tombent à plat parce qu'on les a trop utilisées. Ce qui est sympathique, c'est que surtout, ben, toi aussi, on a tous vu des films d'animaux quand on était jeunes, d'animaux qui parlent. Moi, je me souviens de Retour au bercail, Babe, tous ces trucs-là. Fait qu'on reprend exactement les mêmes codes de l'amitié. L'amitié qui a amené va être challengée, apprendre un peu le passé des différents animaux, qu'est-ce qui les a menés là, finalement. Puis, ben, finalement, la grande amitié va triompher de tout ça, mais... En sacrant d'or de bon. Mais c'est ça, finalement, en codant ça pour adultes, en zignant des affaires, puis tout. Avec Will Ferrell qui joue la comédie comme on l'est d'un air très naïf. Son personnage est lui en chien. C'est tout des... Surtout que le personnage principal, c'est comme un petit chien lettre, là, qui est cute, mais il est lettre, là, dans le fond. Là. Il y en a plusieurs dans le film, justement, des comme ça. Mais j'aime bien le côté de l'exploration des relations toxiques, finalement, parce que lui, naïvement, pense que son maître l'aime puis joue avec, mais finalement, c'est un trou de cul. Fait que quand il réalise ça, puis les autres disent « t'es mieux sans », puis fait que ça, il y a un petit peu plus de substance ici, puis je trouve ça intéressant là-dessus. Vas-y. Ben oui, effectivement, tu as bien résumé. Écoute, c'est de l'humour très juvénile, premier degré, des gags qui se répètent un peu, mais il y en avait quand même quelques bons. Là. Il y en a 2-3 qui m'ont vraiment fait rire par moment. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça fait peut-être penser un peu à... Sausage Party, qui était quand même un film d'animation, là, mais un peu ce genre d'humour-là. J'aurais peut-être pensé qu'ils auraient été un peu plus loin, quand même, dans certains gags, mais ça reste somme toute assez... c'est vulgaire, c'est quand même poli. Il n'y a rien d'hyper choquant ni trop graphique. Là. Fait que quand vous allez passer... Si ce genre d'humour-là vous plaît, vous allez passer un bon moment. Parce que, dans le fond, la majeure partie du temps, c'est les chiens, les 4 chiens... c'est un road movie, là. Oui, tout à fait. Ouais. Qui quitte la ville, puis il essaie de retrouver où Reggie habite pour aller le venger, puis au fil de ça, ben, c'est ça, ils se connaissent de plus en plus, mais
Ils vivent pas différentes aventures. C'est juste qu'à tous les jours, il faut qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils avancent, puis voilà, qu'ils se sauvent de la fourrière, des choses comme ça. Et d'ailleurs, il y a un très bon caméo dans le film, on vous en dit pas plus. Ah oui, je pense que c'est un des trucs que je préfère parce que c'est une blague d'observation d'oiseaux aussi, des choses comme ça, puis ça m'a fait rire. Wow, telle sorte d'oiseau. Je ne vais pas le vendre, je vais vous le laisser. Écrivez-moi si vous voulez pas le film, mais vous voulez juste connaître la blague. Voilà, quittons les films américains. Au Québec, on a Bernard Raymond, cet ancien anthropologue et célèbre cinéaste qui nous présente Une femme respectable. Écoute, j'ai regardé sur sa filmographie. Je ne sais pas si dedans il y avait des courts-métrages, là, mais c'est comme son 14e projet. Je ne sais pas si c'est tous des longs-métrages ou. Mais je pense qu'il y a toujours comme un film aux 2 ans, là, à peu près. Peut-être 3. Peut-être plus aux 3-4. Là. C'est sûr qu'il y a eu à mener son espèce de trilogie, là, la donation, puis des affaires-là, qu'il était peut-être un petit peu plus collé. Puis c'est le premier film que je voyais de lui. Peut-être comme plusieurs. J'ai écouté d'autres médias alternatifs, là, de podcasts et autres, que aussi c'était le même principe. On est comme plus jeunes dans nos médias. Fait que là, on se le fait offrir. Ben oui, je vais faire la couverture du film. Fait que j'avais jamais pris le temps de les écouter. Écoute, je pense que j'aimerais quand même ça écouter les plus notables de sa filmographie. Fait que on arrive ici, bref, avec Une femme respectable qui est inspirée d'une nouvelle de Luigi Pirandello, qui se passe normalement en Italie, que lui a repris, a mis ça à Trois-Rivières ou aux Trois-Rivières, comme on dit dans le film, dans les années 30, en 1931. On va suivre principalement cette dite femme respectable, qui est une femme fortunée, jouée par Hélène Florent, qui est excellente, qui va comme recueillir son mari, qui est très misérable, très miséreux, parce qu'il l'a quitté il y a à peu près 11 ans pour un genre de crush, un coup de foudre, d'une femme avec qui il a eu des enfants. Et là, soudainement, il commence à avoir des problèmes, et fait qu'il va revenir à Trois-Rivières, puis se rapprocher d'elle. Mais ils n'ont jamais divorcé. Il est juste parti en concubinage. Fait que le curé puis le notaire, ils demandent est-ce que tu peux l'aider un peu, mais on ne te force pas à rien. Fait qu'elle se retrouve là-dedans. Puis on voit qu'elle a un gros héritage familial. Elle vient d'une famille riche, alors que lui, c'était un fils d'ouvrier, même s'il était plus intelligent. C'était un comptable. Puis fait qu'elle se retrouve. C'est un mélange de ça, être comme. Elle a fait l'école aux sœurs, au couvent. On voit qu'elle est bien éduquée, qu'elle doit. Elle accepte un peu par charité, mais on se demande si c'est de la fausse vertu, un peu de justement pour bien paraître, à quel point elle va vouloir aider. Elle est consciente que c'est pas la faute des 3 enfants, des 3 filles. Fait que bref, la relation avec la nouvelle blonde, tout ça est très bizarre. Et comme on n'entend pas parler ben de ce que le reste de la ville pense de ça, là. Okay. Mais juste au niveau du curé, t'en fais beaucoup, t'es pas obligé de l'aider, puis blablabla. Fait que je veux pas trop révéler tout ce qui se passe, puis comment ils se remettent tout en lien, si on veut, ces individus-là, ces personnages-là. Mais j'ai beaucoup aimé ça. C'est très sobre comme mise en scène. Ça se passe à l'hiver. On va voir le récit évoluer au fil des jours, des semaines, même des mois. Souvent en comparaison avec le fleuve Saint-Laurent, qu'on va le voir avec la glace, dégelée tranquillement et autres, le parallèle du long fleuve qui coule tranquillement. C'est beaucoup des scènes intérieures. C'est très sombre. Il y a de l'électricité, mais pas tant que ça. Fait que il y a une pièce à lit. Des choses comme ça. La relation avec les fillettes. Fait que je trouve que c'est des personnages intéressants, c'est des personnages qui sont en retenue également. Il y a beaucoup d'émotions qui passent dans leur non-dit, dans leur regard. C'est pour ça que je trouve qu'Hélène Florent est très solide, c'est une excellente comédienne. Martin Dubreuil qui lui donne la réplique aussi en rôle d'ancien, justement, pas d'ex-mari, là, mais de mari un peu abandonné qui revient, qui a un bon fond, c'est un bon père avec ses enfants, mais il y a ses défauts, il y a ses démons à lui, dont la boisson. Fait que les femmes et la boisson, bref. Donc, duo qui se retrouve parce qu'on l'avait mentionné, qu'ils avaient joué ensemble dans Maria Chapdelaine. Oui, c'est ça. Un couple à ce moment-là. Mais... Non, c'était pas un couple parce que lui, il était un ouvrier, elle était la mère Chapdelaine. Mais oui, dans ce même film-là. Puis elle était dans Il pleuvait des oiseaux, mais non, pas Dubreuil, il était pas là-dedans. Non. Je sais pas si on joué ensemble dans d'autres choses, par exemple. Je sais pas, peut-être à la télé ou... je sais pas. Mais j'ai bien aimé ça. Si vous êtes fan de l'œuvre...
de Bernard Hémon, pardon, ça m'est sorti de la tête. Ouais, je vous encourage vraiment à aller le voir, même s'il n'y a pas Élise Guilbeault, là, cette fois-ci, qui est dans pas mal tous ses films. J'ai bien aimé ça, mais c'est plus lent. C'est une histoire comme... Pas nécessairement banale, mais ça nous ramène à un certain mode de vie. Il y a aussi ce clash-là. Tu sais, lui, finalement, il n'est pas tant religieux que ça. Le film ne parle pas nécessairement pour ou contre la religion catholique, mais on se ramène dans les années 30. Ça dictait encore beaucoup les choses. Ben oui. On sent que quand le curé va le voir, joué par Paul Savoie, il impose pas des choses, mais il lui recommande. Puis comme c'est une femme quand même qui a eu son éducation catholique puis qui croit encore ces bonnes choses-là, à faire la prière, etc. Alors que lui, il est allé avoir des enfants dans l'adultère puis tout. J'imagine que les enfants sont baptisés. Là, ça doit être pas mal obligatoire dans ces années-là, mais on parle pas d'aller à l'église tous les dimanches et des choses comme ça, mais il y a quand même ce petit confrontation entre quelqu'un qui fait un petit peu plus ce qu'il veut puis l'autre qui est un peu plus pieuse, là. C'est un peu extrême, là, mais plus dans les codes, justement, quand on parle de la femme respectable, ben, c'est quand même bien se présenter puis de quoi on a de l'air et un peu ça. Mais c'est pas des choses qui sont clairement dites. C'est juste ce que moi, personnellement, j'ai décodé. Du récit, voilà. Donc, pour les amateurs de films du Québec historique, du ouais, terroir, voilà, un peu, ça. donc, à voir. Restons dans les relations de couple, peut-être. Oui. Avec Passage d'Ira Sachs. Ouais, voyons, un Américain qui réalise un film en France avec un Allemand, une Française et un Anglais. Fait que très multiculturel ici. On va être à Paris, puis on va suivre justement un réalisateur homosexuel qui va mettre son couple à l'épreuve, si on veut, en entamant une liaison avec une jeune enseignante. Fait que c'est le réalisateur, justement, là, dans le film, le cinéaste très excentrique et qu'on verra quand même assez égoïste, joué par Franz Rogowski. Son visage me disait quelque chose. Il y a aussi, il zozote un peu en parlant. On voit je ne sais pas s'il y a eu un bec de lièvre ou quelque chose comme ça, là, une opération. Puis j'étais là, sa face, sa moue me dit quelque chose. Et il a joué dans plusieurs films de Christian Petzold, justement. On avait parlé de Le ciel rouge il y a quelques semaines, mais ses précédents, Ondine, Transit, je pense, quelque chose comme ça. En tout cas, il était souvent dedans. Fait que j'avais pas vu les films, mais j'avais vu sa tête sur les affiches. Ben Whishaw, qui joue son conjoint, et Adèle Exarchopoulos, qu'on apprécie beaucoup, qu'on avait vu dans Les Cinq Diables récemment, qui joue cette jeune enseignante française, disons un peu naïve, qui va peut-être pas naïve, mais dans le sens positif, là, qui cherche un peu l'amour et tout, qui va se retrouver coincée romantique. C'est ça, dans ce genre de triangle là, où la pointe est jouée par le cinéaste. C'est une mise en scène qui va présenter beaucoup le quotidien. On n'est pas juste dans des gros événements forts, on est beaucoup dans la passion. Il y a beaucoup de scènes sexuelles qui sont présentées. C'est ça qui a beaucoup choqué nos amis du Sud. Oui, effectivement. Petit rappel que le film avait reçu la cote de NC-17, donc interdit au moins de 18 ans. Finalement, les producteurs ont décidé de le sortir sans rating, ce qu'ils peuvent faire aussi. Okay. Mais évidemment, ça limite le nombre de salles qui vont présenter. Ouais, c'est ça. Fait que, ici, quand même, classé 13 ans. Moi, je pense que j'aurais mis 16 ans, honnêtement. Là, je trouve que... Parce que, non, moi, je crois que c'est du 13. C'est juste qu'on n'est pas habitué. Parce qu'en fait, autant on a des gens nus dans plein de films, Adèle Exarchopoulos dans Les Vies d'Adèle, dans n'importe quoi. Ben là, c'est un mauvais exemple, c'est Les Vies d'Adèle était 16+, mais on est comme habitué de voir des femmes nues puis de faire OK, on met ça 13 ans plus. Mais là, c'est même pas ça qu'on voit dans le film. C'est une scène de sexualité homosexuelle. Ouais, mais ça va au-delà de la nudité. Il y a quand même acte dans une scène peut-être moins graphique que La Vie d'Adèle, mais quand même, là, qui monte, qui en monte. Moi, je pense que c'est du 13+. C'est juste qu'on n'est pas habitué de voir peut-être un peu trop petit. 2 paires de fesses d'hommes. Là, genre. Ben, moi, ça m'a surpris. C'est plus que je me demande toujours à quel point est-ce que c'est pertinent dans un film. Que ce soit des hommes, des femmes, n'importe quoi. Je trouve que la nudité et la sexualité, je la préfère suggérer que montrer. Genre. Mais c'est pas que ça me choque, c'est juste que je me dis toujours que ça doit être bizarre sur le plateau, puis c'est juste awkward, puis il faut que tu fasses ça, puis ton coordonnateur d'intimité, puis toutes ces choses-là. Puis oui, ça donne quelque chose de très crédible, puis d'intense, puis ça montre la passion des deux hommes à ce certain moment où ils retombent dans la couchette. Mais... En entrevue, le réalisateur avait, dès le départ, mentionné aux comédiens qu'il y aurait une scène quand même le plus poussée, plus réaliste. Et il a travaillé avec eux là, jusqu'à quel point eux étaient à l'aise de le faire et de montrer tout ça. Donc, tout ça a été quand même
coordonné parce qu'on sait que la vie d'Adèle, ouais, c'est ça a ça. été Là, plus... oui, justement. ouais. C'est un réalisateur qui a mauvaise presse Ouais, c'est ça. dans le milieu. Son nom m'échappe d'ailleurs. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Mais j'ai quand même aimé ça, tout ce qu'on voit, l'espèce de construction, puis ce qui va s'effriter dans la relation avec toutes ces personnes-là. Parce que oui, tu vas comprendre que c'est peut-être pas une... Je pense pas qu'il veut mal faire, mais c'est quelqu'un qui est plus peut-être égoïste. C'est quelque chose qu'on voit parfois chez des artistes, entre autres, Voilà, que les choses se ramènent un peu à eux, puis il veut avoir le beurre et l'argent du beurre, dans le fond. Là. Fait que mais cet angle-là est quand même intéressant et nouveau, que ce soit justement un couple gay et un homme qui laisse son autre homme pour une femme. Fait il y a quand même ce point-là qui était assez original et c'est assez bien joué. Même moi, ce que j'ai peut-être un peu plus de misère par rapport à toi, c'est le comédien principal. Ben, il n'est pas attachant. Non, c'est ça, je fais le personnage qui n'est pas attachant, pas sympathique. Donc, c'est dur d'éprouver une certaine empathie envers lui et ce qui se déroule. Mais ça, c'est moi. Mais c'est un film de grande qualité quand même. On doit se dire que c'est bien tourné, bien joué. Que ça dépend juste si ce genre d'histoire vous touche ou pas. Là, puis c'est comme... Puis je trouve que le couple entre son personnage et celui de Ben Whishaw, il est crédible, mais il est surprenant. Là. C'est-à-dire que t'en as un qui est... Whishaw est beaucoup plus réservé. Ouais. C'est un intellectuel. C'est deux artistes à leur façon, mais c'est un intellectuel. L'autre est plus dans... C'est un cinéaste. Il est plus exubérant et on le fait. On y va, on tourne. Non, tu me fais ça de même. On le voit tourner un peu, puis il est comme, c'est pas capable de marcher correctement. Toi. Puis je comprends que ça doit être frustrant. Plus caractériel. Ouais, mais tu sais, quand il y a aussi une scène que tu tournes, puis tu te dis, OK, elle va prendre genre 2 shots, 40 minutes, puis c'est fait, tu sais, le temps de tout installer, tout placer. Puis c'est comme, pourquoi je suis obligé de faire 9 prises de quelqu'un qui descend un escalier, là? Qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Mais oui, c'est ça, plus caractériel, comme tu dis. Mais souvent, on dit les contraires s'attirent un peu, puis tu vois que dans leur dynamique, ça doit faire que socialement, ça les amène à parler à plus de monde, puis ils aiment ça comme ça et tout. Mais ils ont un beat différent qui respecte, qui est plus nocturne. Lui, il va travailler sur son projet de nuit, des choses comme ça. Fait que, non, j'ai beaucoup aimé. Quoique dans la réalisation aussi est très sobre, là, elle manquait un peu de punch, mais on se fie plus à l'intensité un peu du jeu des comédiens, puis de ce qui se passe, puis de l'avancement. J'aime ça aussi quand il est toujours à vélo, il se promène dans la ville de manière assez cavalière, là, quand même. Même en auto, à un moment donné, à brûler des feux rouges, puis des choses comme ça. Là. Je trouve ça rajoute un peu d'excitement. Pour ceux qui n'étaient pas assez excités sexuellement, ça en rajoute dans les déplacements aussi. Un autre film français, L'Établi, de Mathias Gokalp, avec, entre autres, Swan Arlo, qui est le genre de face qu'on ne sait pas son nom, mais que si vous écoutez un peu de cinéma français indépendant, on le voit, cinéma d'auteur français, on le voit souvent. Mélanie Thierry, Denis Podalides et Olivier Gourmet aussi, deux grands du cinéma français. Film plus un drame social ici. On est en France dans les années fin 60, en 68. Arlo joue un intellectuel d'extrême gauche, un prof de philo à l'université, qui va s'infiltrer dans l'usine de Citroën, donc le fabricant de petites voitures, dans le but de stimuler tranquillement les ouvriers à revendiquer des meilleures conditions de travail. Et fait que c'est pas l'établi dans le sens de le bench pour... je sais pas, faire des outils, puis comment ça, non? Jouer avec du bois, là. L'ébénisterie, mettons. Là. Mais c'est le terme qu'on désignait. Un établi, c'est ça. C'est quelqu'un qui avait finalement une position intellectuelle, puis qui quittait un peu ça pour aller tranquillement semer une graine, de faire germer l'idée. On comprend que le droit à la grève est déjà permis, mais les conditions sont quand même assez horribles. Là. C'est du travail à la chaîne, surtout. On a connu la je ne sais plus comment ça s'appelait, là, mais exactement, mais avec la Ford. Là, quand la méthode Ford. Ouais, c'est ça. Puis, fait que ce travail à la chaîne-là, lui, il se rend là, ben aussi, il n'est pas super agile, fait qu'il se fait rapidement tasser à quelque chose de plus simple, puis t'as les mains meurtries, mais tu sais, ça a l'air fou parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont vraiment rendues de base, mais tu sais, ils sont dans des machines super bruyantes, ils n'ont pas de casque d'écoute. Les gants, il faut qu'ils achètent eux-mêmes. Là, ils leur amènent, c'est un événement assez majeur à m'amener, mais tu sais, c'est genre, vous allez devoir faire des heures sup non payées parce qu'on vous avait donné un petit peu d'argent il y a full longtemps, mais c'était supposé être convenu de la dernière grève et tout. Sauf qu'il y a un peu des briseurs de grève au travers de ça. Il y a beaucoup de relations toxiques quand même entre, mettons, les
les contremaîtres puis ceux sur le plancher. Fait que Podalides, lui, joue le directeur d'usine. Fait qu'il va être un peu en confrontation avec lui. Puis t'as Gourmet qui joue un genre de... Parce qu'à un moment donné, il y a vraiment le cercle blanc dans le cou. Fait qu'il y a un genre de curé, mais c'est lui aussi qui est le représentant syndical, si on veut. Mais tu sais, oui, il y a un syndicat, mais ils n'ont pas full de poids. Puis le but, c'est de mobiliser les gens, finalement. Puis il y en a qui ont peur de perdre leur emploi, mais à un moment donné, si on fait toute la grève, ils ne peuvent pas toutes nous congédier. Là. Mais si on est 3 à le faire, oui. Oui, ils vont trouver des entourloupes et tout. Puis lui, ben, il cache c'est le jeu. À quel moment je peux dire que, dans le fond, moi, j'ai une job, là, puis je suis éduqué. Ben là, il a un peu quitté, mais tu sais, je suis pas là parce que j'ai pas d'autre choix. Je suis là parce que j'ai choisi d'être là. Mais d'un autre côté, il rentre puis il fait ses journées puis il a les mains en sang. Là. Il fake pas ça. T'sais. Fait que moi, ce côté social-là, moi, j'aime vraiment ça. Puis au niveau de la reconstitution, c'est vraiment cool. Là. L'usine, comment ils ont fait ça, refaire les petits modèles, le travail à la chaîne, les costumes, les chiennes, toutes ces affaires-là. C'est super bien fait. C'est l'adaptation d'un roman autobiographique de Robert Lénart. Fait que j'imagine que c'était lui qui était ce dit intellectuel-là qui est allé dans l'usine. Puis que, écoute, est-ce qu'il va réussir à faire avancer, bouger les choses autant qu'il veut? Mais s'il échoue, ça veut pas dire que ça a servi à rien. Il y a peut-être quand même des choses qui vont se faire. C'est juste que c'est du travail de très longue haleine de mobiliser tout le monde. Puis on va voir différentes techniques de travail aussi, c'est ça qui est cool. Ils vont rencontrer 3, je me souviens plus où, mais 3 Européennes de l'Est qui travaillent full efficacement, fait qu'elles se mettent à 3 pour faire 2 postes. Non, c'est ça, c'est que elles sont 3 postes, mais elles travaillent tellement vite qu'elles travaillent 2 à la fois, puis ça permet à tout le temps une de prendre une pause puis de fumer une clope. Mais ça marche juste entre ces 3-là, puis à un moment donné, ben, tu sais, vont peut-être se faire tasser, mais c'est comme en cachette, ils arrivent à... C'est comme un rythme que tu peux pas tenir tout le temps, fait qu'ils tiennent 2 à la fois en prenant constamment quelqu'un qui est en pause et tout. Puis je trouve ça full astucieux, là, dans le fond. Mais c'est une chimie unique pour ces 3 dames-là, tu sais. Voilà, fait que l'établi, comme on rappelle souvent, passage, l'établi, c'est pas le genre de film qui vont être là 6 semaines à l'affiche. C'est pas eux qui vont détrôner Barbie au numéro 1 en fin de semaine. Fait que si ça vous intéresse, ben hâtez-vous d'aller les voir. C'est pas mal ça qu'il y a ces temps-ci aussi. Je trouve des petits films indie comme ça, un peu plus nichés sur ça, des sujets plus romantiques ou humains, plus sociaux, des trucs comme ça, mais ça ne sera pas là à mi-septembre, je pense. La semaine prochaine, je dirais que c'est encore plus tranquille. Le 25 août, on est vraiment en fin d'été. Il y a juste Gran Turismo là, qui avait été déplacé, qui a eu quelques sorties spéciales qui va prendre l'affiche. Fait qu'on saura si ça va bien clore l'été, ce petit blockbuster. J'ai l'impression que si Barbie garde le numéro 1, c'est peut-être la semaine prochaine avec Gran Turismo que là, maintenant, il va être trop bas là, parce que la prévision va sûrement être de comme 15 millions pour Barbie en 6e fin de semaine. Et bref, puis ouais, j'avoue, il y a eu quelques projections, puis je n'ai même pas regardé les échos et les choses comme ça pour... Gran Turismo, mais non plus, je peux aller voir. À suivre. Je pense qu'en réalisation, ça peut être excitant. En histoire, ça va être assez classique là, du rise de quelqu'un qu'on voit pas être à la hauteur. Mais je trouve ça le fun qu'on fait pas juste un film d'auto qui s'appelle Gran Turismo. Là, fait qu'on joue sur la licence, mais qu'il y a vraiment une histoire intéressante et réelle derrière le film. Fait que c'est j'ai hâte de découvrir ça. Ouais, ça ajoute plus de coffre que juste un jeu de char. Là. Fait que bref, écoutez-nous et écoutez notre épisode spécial sur les chambres rouges. Je sais pas, ça va être quand notre prochain épisode spécial? Je sais pas. Peut-être solo, j'imagine. Peut-être, un solo, sinon simple comme Sylvain. Là, on regardera ce qui est possible pour nous. Et bref, d'ici là, contactez-nous balado au singulier à @monciné.ca. Et comme d'habitude, on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs cinémas de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et sur ça, on vous souhaite bon cinéma malgré la pluie, une occasion de sortir de chez soi et de venir voir les films sur les grands écrans. Et si jamais vous avez des chiens à la maison, faites attention de la manière que vous les traitez. Oui.